Donc, bienvenue au Power 365. On est dans la salle Wasabi's, donc physiquement et aussi virtuellement. On va vous présenter tout ça. Tout d'abord, on remercie les sponsors, sans quoi tout ça n'est pas possible, parce que organiser un événement, ça coûte quand même un petit peu d'argent, en termes de réception, de matériel, etc. Donc, merci aux sponsors, aux 4 sponsors ici à l'écran. J'arrête le conseil, Corvio, Let's Sign It, enfin Corvio qui est en force là dans la salle. Let's Sign It, et puis nous, Wasabi's. Les sponsors Silver, Manetto, Marcy, Club Power BI et l'association AMS. On va se présenter d'abord. Donc, qui sommes-nous? Alors, vous ne nous voyez pas, on n'a pas allumé la webcam parce qu'on est debout en fait dans la salle. On est mis en photo qu'en vrai. Vous verrez pas grand-chose à part le bas de notre corps, donc on s'est dit on va pas mettre la vidéo. Donc, du coup, moi je suis David Vachala, c'est lui qui parle, David Vachala. Donc, je suis architecte Power Platform. J'accompagne tout type d'entreprise, d'organisation sur la Power Platform, sur la gouvernance, la sécurité, la conception d'applications, l'animation de citizen développeurs. Je fais partie de la société Wakers, comme Alexandre, et de la marque, je suis practice leader de Wasabi's. Et je fais partie aussi de l'association BizApps, qui est une association sur tout ce qui est Power Platform au niveau national. Et puis après, vous avez le lien pour aller me voir sur LinkedIn ou les actualités Wakers ou Wasabi's. Pour ma part, vous l'avez compris, donc Alexandre Demilly, je suis un des deux fondateurs de Wakers et de la deuxième est là-bas. Et donc du coup de la marque Wasabi's, donc experte autour des sujets Power Platform et low code. Donc je représente également la communauté AMS où je suis membre et conférencier. Et donc voilà, mon quotidien, c'est de vous accompagner sur tous les sujets cloud autour de la Power Platform, la cybersécurité. Ça marche. Si vous avez des questions, on va les lire plutôt à la fin parce qu'on a quelques slides à vous montrer et c'est plus facile pour nous aussi de répondre aux questions à la suite. Donc on prévoit 5-10 minutes à la fin pour pouvoir répondre aux questions si vous avez des questions. Donc vous l'avez compris, c'est une présentation qu'on va faire à deux, on va se renvoyer la balle et puis on va voir qui va gagner. Donc la session c'est quoi? C'est passer au low-code en toute sérénité avec la Power Platform. Donc pour ça, ce qu'on vous propose pour vous éclairer, c'est de faire un SWOT. Donc un SWOT, si vous savez pas ce que c'est. Les termes en anglais SWOT. En français, on va voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées au low-code et à la Power Platform. Déjà, dans la salle, la Power Platform, si on doit se situer en 3 catégories, ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet, Power Platform et low-code. Levez la main sur ceux qui sont à distance. Ok, top. Ceux qui sont en réflexion mais qui n'ont pas passé le pas. Entre les deux. Personne ne lève la main à distance. Et ceux qui sont au taquet. Ah, il y a quelqu'un qui est au taquet là. Il y a eu quelqu'un qui est au taquet. Top. Impeccable. Bon, ça marche. Donc là, le but de la session, il y en aura pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas commencé, vous aurez les premières billes. Ceux qui ont démarré, justement, l'enjeu, c'est de voir les forces et les faiblesses. Ceux qui sont taqués, on va voir si c'est vraiment. Sur ce SWOT, on l'a axé sur 5 axes. Donc, le marché du low-code, qu'est-ce que le low-code et la tendance, les avantages, les limites, connaître les limites, la pérennité, la sécurité et l'aspect financier, combien ça coûte. C'est gratuit, vous pouvez changer de session. Donc, Alexandre, première question, c'est quoi le low-code? Alors, les low-code, il y a aujourd'hui plusieurs plateformes qui se confrontent, mais globalement, ce qu'on retrouve dans toutes ces plateformes, puis c'est pareil, c'est devenu un mot à la mode, hein. Maintenant tout le monde fait du low-code, tout le monde fait du no-code, mais globalement, ce qu'on retrouve dans les plateformes low-code, c'est un outil qui permet de concevoir des interfaces graphiques, une solution qui permet de faire des workflows, des capacités aussi d'ALM, donc capacité de gérer ces environnements de façon professionnelle, avec une pré-prod, une prod, un environnement de dev, enfin voilà, vraiment capacité de gérer des applicatifs de façon professionnelle, et puis des tas de connecteurs. Aujourd'hui, chez Microsoft, c'est 540 connecteurs autour de la Power Platform. Donc voilà ce qui définit un peu une plateforme low-code. Et aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Il y a un marché de fou dessus, et David nous en reparlera un petit peu après.
Ouais. Vas-y, tu peux passer à la suite. Donc une petite animation pour vous montrer la conception d'une application. Enfin voilà, si vous connaissez ou vous connaissez pas, c'est assez simple, c'est assez ludique, c'est assez visuel. Et on peut créer des applications assez rapidement dans un éditeur d'applications en ligne. Donc le low-code avec Microsoft, c'est quoi? Il y a 4 grosses solutions, on va dire phares, que tout le monde connaît ou moyennement ou à peu près. Grosso modo, on va retrouver Power Apps pour tout ce qui est interface graphique, création d'interface graphique. On va utiliser Power Automate pour tout ce qui est moteur de workflow, le moteur derrière, etc. pour faire la mécanique. Power BI pour la visualisation des données. Et Power Virtual Agent pour faire du chatbot. Donc, si vous avez déjà vu les chatbots, on peut faire aussi avec la Power Platform. Donc ça, c'est les grosses solutions phares qu'on a derrière. Derrière, on va s'appuyer sur des sources de données. Alors, on en a mis 2 là. On a mis SharePoint, parce que j'utilise beaucoup, et Dataverse. De données low cost. Les puristes de la base de données vont nous assassiner, mais c'est pas grave, on s'en assume. Mais ça nous permet déjà de faire pas mal d'applications à moindre coût et de mettre le pied à l'étrier. Par contre, effectivement, les grosses applications, on va plutôt privilégier Dataverse. Et c'est pas limitatif. On va être capable de faire du SQL et tout autre type de référentiel de données. Comme voilà, de base, on a SharePoint Dataverse. Donc la source de données principalement, c'est SharePoint Dataverse, il peut en avoir d'autres, SQL, des fichiers Excel et plein d'autres trucs. Pour cela, on a souvent des connecteurs. Il existe plus de 450 connecteurs qui permettent de se connecter à plein de systèmes d'information, de référentiels, pour pouvoir manipuler la donnée ou faire des traitements. On va retrouver un peu aussi IA Builder, c'est l'intelligence artificielle qu'on peut connecter à la plateforme, qu'on peut utiliser. On trouve aussi une application type portal qui est pas mal utilisée pour faire tout ce qui est extranet ou communication avec des partenaires, des tiers externes à votre environnement, de façon sécurisée. Et on retrouve aussi un peu de Power Automate Desktop qui est de la robotisation en fait qu'on peut faire sur les postes end user. Voilà. Alors quelques exemples. On pose les bases pour que vous puissiez avoir un minimum d'éléments. On a mis quelques exemples, on ne va pas aller dans le détail précisément, mais globalement, c'est pour répondre à plein de problématiques. Je te laisse peut-être la parole. Aujourd'hui, enfin voilà, c'est la limite, c'est juste votre créativité. On peut répondre à plein de besoins simples. L'enjeu, c'est quand même de simplifier la vie des utilisateurs, de répondre à des problématiques simples. Via des solutions simples, avec une approche hyper agile. Donc après, voilà, vous avez des exemples de sujets qu'on peut adresser, de la saisie des temps, un sujet qui était super important avec le contexte sanitaire, la jauge Covid. D'ailleurs, je balance, allez voir la session de Clotilde et Amélie qui vont vous faire une présentation d'une jauge Covid et de pourquoi on a eu besoin dans le cadre du contexte sanitaire. Donc voilà, donc des exemples, il y en a plein. La limite, c'est votre créativité. Et aussi les limites de la solution. Et ça, on va en parler un petit peu après. Voilà, aujourd'hui, on peut adresser des tas d'usages différents. Donc le low-code, est-ce que c'est un effet de mode? Alors, on va voir ça ensemble. Oui ou non? Déjà, oui ou non. Il y a des noms. C'est bon, les deux. Il y a des personnes indécises. Plutôt. J'aime bien les deux. On va regarder ça ensemble. Là, l'objectif, c'est de voir. Steph dit non. Ça marche. Donc, pourquoi le low-code séduit aujourd'hui? C'est assez simple à comprendre. Ça, c'est l'équipe IT. C'est son budget, quand elle a un bon budget. Des fois, c'est l'inverse. Et ça, c'est les besoins métiers. Alors, j'aurais pu mettre plus grand, mais après, ça sort du slide. Donc, il y a une vraie problématique par rapport à ça. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, pas beaucoup de développeurs. Au niveau national, international, mondial, il y a ce qu'on appelle une pénurie de développeurs. C'est un peu comme les petits composants que vous avez dans la voiture. Vous ne pouvez pas avoir votre voiture parce que c'est pas produit. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est qu'il n'y a pas assez de développeurs par rapport à toute la demande. Et donc, il existe plein de stats là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas assez de développeurs. Nécessité de créer des applications de plus en plus rapidement, de créer vite. C'est une question de productivité, de rentabilité. Enfin, voilà, il faut aller vite aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des fois des besoins qui sont
encore plus urgent. Il faut faire des choses plus urgentes, encore plus rapides et plus collaboratifs, etc. Le développement logiciel aujourd'hui habituel, il a certaines limites et ne peut pas toujours répondre à tout ça, et cette croissance est quasi exponentielle de toutes ces demandes. Et puis il y a un retard qui s'accumule. Il y a plein de projets, ça fait des mois, des années, qui sont en prod ou en recette et ça n'avance pas. Et on a besoin d'aller vite. Il faut soulager aussi la pression sur les équipes informatiques, parce qu'à leur demander plein de choses, c'est un peu compliqué à un moment qu'ils puissent sortir quelque chose qui peut répondre à tout le monde. Et donc, le low-code, ça donne la possibilité de transférer la création, le développement d'applications à des équipes qui sont non IT. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas purs développeurs et qui ne sont pas des experts sur le sujet. Voilà. Et juste pour compléter aussi, et on a, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, hein, mais on observe une réelle complexité à répondre à des besoins simples. C'est trop simple, ça. Bah non, ça commence à 3 jours pour faire quelque chose. Et les process, il y a 3 jours, il y a plus de process que de réalisation. Donc là, aujourd'hui, on a un réel problème, c'est quand on a des besoins complexes, bah, cahier des charges, on a des process à respecter, etc. Quand c'est simple, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où le mettre, on ne sait pas à qui l'attribuer, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, du coup, bah, ça reste sur le côté, ça crée de la frustration, les métiers vont aller voir en direct des éditeurs parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Et ça, voilà, c'est aussi une vraie problématique qu'on doit adresser. Aujourd'hui, on a du mal à adresser, c'est paradoxal, hein. Quand c'est trop simple, c'est compliqué. Et voilà. Donc voilà. Alors, low code, on va répondre à la question, est-ce que c'est un effet de mode ou quoi? C'est plutôt une tendance qui est incontestable. Alors, il existe plein de chiffres, plein d'études, etc. On en a pris quelques-unes. La dernière qu'il y a eu, Gartner dit aujourd'hui que le développement low code va augmenter de 23% en 2021. Ok. Il dit aussi que le low code, en fait, c'est un mouvement social, un changement, en fait, des mentalités, des technologies qui vont avec. Donc, il y avait le dev, et puis là, on a quelque chose en plus qui se complète, en fait, hein. On va le voir ensemble. Et puis, les spécialistes ont été rejoints par des gros éditeurs, dont Microsoft. La Power Platform, on en entend parler depuis 2016. Les premières versions, bon, voilà, on a testé. Là, ça commence vraiment, vraiment à être intéressant. Donc voilà ce qu'il y a dans le Gartner de septembre. Grosso modo, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a plein d'acteurs sur le marché. Nous, on fait focus sur Microsoft, évidemment. Microsoft fait partie des leaders sur le sujet. Le low-code, une croissance durable, encore quelques chiffres, et après on va arrêter avec les chiffres, parce que voilà. Grosso modo, donc Forrester avait publié en 2019 qu'il y avait une croissance annuelle de 40%. Selon Gartner, encore une fois, là c'est tout récent, le dernier, 65% des applications seraient développées avec du low-code dans les 5 ans à venir. Donc on le voit, il y a un engouement assez fort, surtout quand on voit ces analyses. Tout le monde veut se positionner avec sa plateforme. Donc il y a un vrai enjeu derrière. Donc c'est pas un effet de mode, c'est une vraie réalité. Il y a un besoin, il y a une couverture sur le marché, il y a plein d'acteurs. Il y a très peu de passerelles aussi entre ces acteurs. Donc ça c'est un point important. Il y a de plus en plus d'acteurs et un effet déjà qu'on peut pressentir. On en reparlera l'année prochaine. On peut avoir le risque d'avoir plusieurs plateformes qui viennent se confronter soit de façon acceptée ou soit de façon subie. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un vrai engouement, il y a un vrai besoin. Il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Des fois, en plus, ce qui est difficile, là où c'est difficile de s'y retrouver, c'est qu'ils se positionnent des fois sur des périmètres différents. Parce que maintenant, tout est no-code, tout est no-code. Donc, il faut bien analyser le périmètre des plateformes low-code concernées. Parce que quand je vois un Salesforce qui fait du low-code et un Microsoft qui fait du low-code, pas tout à fait sur le même périmètre. Et donc voilà, donc il faut gagner en visibilité pour choisir une plateforme et puis aussi s'assurer voilà, qu'on n'a pas de shadow plateforme qui se développe au risque bah oui, de devoir gouverner de plateformes et d'avoir des choses qui sont un peu dans tous les sens et n'importe comment. Ça marche. La pandémie a clairement fait accélérer le low-code. Bah, vous vous souvenez tous, vous avez peut-être déjà vu ce gif-là, mais on fait du télétravail. Et quand on est en télétravail, on n'a pas forcément accès à tout ce qu'on veut. Et le low-code permet de répondre aussi à cette problématique. Voilà.
Le low-code, est-ce que c'est limité, Alex? Alors, le low-code aujourd'hui, effectivement, on a parlé enfin, aujourd'hui, c'est 540 connecteurs. Donc, on a des capacités d'aller se brancher à plein de sortes de données différentes. On a des connecteurs qui répondent à des usages très spécifiques, hein. OneDrive, je vais chercher OneDrive, SharePoint, etc. Il y a des connecteurs nettement plus génériques, API, des connecteurs qui permettent d'aller chercher une API. Bon, ça ouvre des champs des possibles assez importants. Bon, par contre, il y a une notion de standard et premium, hein. Je vous le disais en introduction, c'est pas gratuit. Tant que vous êtes dans du standard, vous allez pouvoir faire des choses assez sympas, mais limitées. Et après, dès que vous allez vouloir rentrer sur des besoins un peu plus aboutis et évolués, vous allez vite vous rendre compte que la partie premium devient une nécessité, notamment quand on parle de référentiel de données. Je parlais de SharePoint en introduction. Quand on choisit SharePoint en référentiel de données, on connaît les limites. Dès qu'on va dépasser 5000 éléments, on va commencer à avoir des difficultés dans la base. Et voilà, des besoins métiers où il y a plus de 5000 entrées dans la base, il y en a pas tout. donc voilà, donc aujourd'hui, il y a des limites au modèle pseudo-gratuit, parce qu'il faut quand même en input des licences Office 365. Ces limites, on va aller plus loin, nettement plus loin avec les licences premium, mais ça a un coût. Et après, il faut aussi se fixer des limites, parce qu'on vient de se confronter, David le citait tout à l'heure, on parle de low-code et de pro-dev, hein, Ouais. c'est deux visions qui... C'est parfois la guerre. Deux visions qui, quand on en parle à chaque fois, quand on est en face des pro-dev, le premier réflexe est confrontation. Clairement, ça se passe très souvent comme ça. Mais dans les faits, je pense qu'il y a une synergie à trouver. Et sur une qualification d'initiative et de besoin métier, il faut se fixer des limites au low-code et des limites qui permettront de basculer sur le côté pro-dev. Ces limites, il n'y a pas de vérité vraie. Ces limites, elles sont contextuelles, elles sont dépendantes justement de ce que l'équipe ProDev couvre déjà et de ce qu'on veut faire avec le low-code. Donc les limites, c'est à nous de nous les fixer et de nous dire voilà dans quel contexte. Et il y a une matrice, nous ce qu'on fait souvent, c'est une vue matricielle, hein. On peut avoir cette vue matricielle, elle peut avoir 3 colonnes, Citizen Dev, low-code, ProDev. Et après, et après en face, on va mettre des critères qui vont permettre sur un besoin métier de mettre la réponse, de proposer une réponse, soit dans la première colonne, Citizen Developer, capacité Voilà. de laisser faire développer ça à un utilisateur, On on va en en parlait parler. tout à l'heure, Ouais. ou low code ou ProDev. Tu parles trop, Alex. Wow. Mais effectivement, bon après, il y a plein de connecteurs, mais vu la connectivité, il y en a plein. Après, il faut juste savoir lequel choisir. Donc, le low-code, c'est pas du développement, c'est pas du code, etc. Bon, bref, ça, on l'a déjà entendu plein de fois. Oui et non. Grosso modo, on peut aller plus loin que les connecteurs. On peut utiliser des langages qui sont assez connus, que les développeurs connaissent, pour étendre le périmètre des connecteurs qui n'existent pas. Donc, s'il y a un connecteur qui n'existe pas, tu peux créer ton connecteur et aller plus loin. Voilà. Et après, il y a plein de langages qu'on peut utiliser pour aller plus loin. Donc, notamment les API, quand on est vraiment bloqué, hop, on fait un petit appel API REST. Et puis, si bien sûr l'application en face elle est compatible. Le cycle de vie des applications. Ouais, le low-code, c'est du jetable. Ah non, ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui le font et c'est du jetable. Et peut-être qu'il y en a qui le font un peu mieux. Et donc, on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il existe le cycle de vie d'application, LM, qui permet de gérer ça, contrôler les versions, faire des différentes versions, en packager des évolutions, déployer sur les environnements de dev, enfin de recettes, puis après de prod, plutôt que de tout faire sur l'environnement par défaut. Pour ceux qui connaissent. Voilà, le local, est-ce que c'est pérenne? Ça, c'est une bonne question. Alors, l'éditeur, il fait évoluer forcément sa roadmap. Et il y a 2 vagues par an sur lesquelles il faut surfer. Donc, c'est avril et octobre. Donc, après, il y a des mises à jour mineures tout le long de l'année. Hein, s'il y a des bugs, il y a des choses qui se passent et qui sont passées, etc. Donc, c'est du SaaS. Hein, donc,
n'a pas la main sur l'infrastructure, etc. Mais il y a des mises à jour régulières et il y a vraiment deux vagues chaque année qui sont avril et octobre. Et donc, il y a quelques semaines avant, vous avez des previews de fonctionnalités. Ils annoncent les choses, il y a une roadmap qui est assez claire. Donc, l'éditeur fait évoluer ça, et de plus en plus. L'éditeur, c'est pas deux développeurs dans un coin. Ils sont plusieurs milliers. Donc, après où, on ne sait pas. Mais grosso modo, voilà. Alors, la maintenance de ces applications locales. Alors, dans la pérennité, il y a aussi la maintenance de ça. Grosso modo, créer une app, c'est super facile. On pourrait le faire là en session. En moins de 45 minutes, on se fait une super app. Elle est top. Maintenant, il faut penser aussi à la maintenabilité de cette application. Et ça, c'est pas toujours gagné. Et donc, il y a deux axes qu'il faut voir, grosso modo, c'est l'aspect organisationnel et l'aspect technique. L'aspect organisationnel, c'est les processus de mise en production. Je fais pas mes développements et mes recettes sur la même application, etc. Enfin, voilà, des choses propres. Qui on contacte quand il y a un problème? C'est assez logique, mais voilà, vous achetez pas quelque chose sans garantie. Vous achetez pas une voiture à dire ah bah c'est bon, s'il y a un problème, il n'y a personne. Donc après, ça c'est un peu la dérive du low-code des applications qui sont créées à tout azimut, qui n'y a pas forcément de maintenance, pas de documentation. Au niveau technique, la technologie évolue, il faut faire évoluer les applications. Et il y a des choses, des fois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et à l'inverse, il y a aussi des fonctionnalités qui sont dépréciées. Si tu utilises une fonctionnalité qui va être dépréciée, à un moment, ton application elle va partir en cacahuète. Et puis, il faut surveiller tout ça. La gestion des capacités, la gestion de la base de données, enfin voilà. C'est pas pareil au moment où tu as créé ton application et 2 ans après. Est-ce qu'on peut dire, David, du coup, que moral, est-ce qu'on peut dire que la pérennité, c'est aussi de la responsabilité de chaque personne Bien sûr. qui gère sa plateforme? Si vous voulez rendre cette plateforme pérenne, c'est aussi de la responsabilité de chacun de la rendre pérenne. Parce que si on ne gère pas tous ces aspects-là, on va avoir des applications qui vont se créer dans tous les coins, sans aucune cohérence. À la fin, ça va être on va reproduire les bases access. Hein. On va avoir un stagiaire qui arrive, qui fait sa petite app, qui s'en va, on n'est pas documenté, pas géré, elle est directement poussée en prod. Et donc, si on multiplie ces usages, et c'est malheureusement une tendance qu'on observe, hein, on fait beaucoup d'audits dans beaucoup de contextes. Donc, Microsoft n'aide pas trop là-dessus aussi, hein, c'est disponible par défaut. Beaucoup de DSI n'ont pas commencé ce travail. Et donc voilà, donc pour qu'elle soit pérenne, cette plateforme, il est vraiment important d'avoir des règles, un socle. Et c'est vraiment important pour la pérennité de la plateforme. Après, pour la pérennité vis-à-vis de l'éditeur, je pense que David, est-ce qu'on peut se dire aussi que tant qu'il y a un marché, Toi, tu as un marché, on est plutôt au début du marché. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai marché derrière. Donc évidemment, un éditeur comme Microsoft s'est positionné sur ce marché et on est assez serein sur le fait qu'il y aille jusqu'au bout. Voilà. Donc, là, je vais te laisser la question. J'aime bien ce sujet-là. Ouais. Juste sur la maintenabilité, c'est du rôle de chacun. Il y a aussi bien la DSI que le Rust. Le low-code va perdre son intérêt si on ne pense pas à tout ça. Et parce que vous allez perdre du temps après. Donc, c'est ça. Voilà. Code, low security. Ça dépend. Donc justement, il faut pas que c'est intégré à la plateforme Microsoft 365. Donc on peut se dire effectivement, il y a déjà un socle. On a déjà travaillé peut-être sur la sécurité d'Office 365. Donc on peut se dire qu'il y a déjà un socle de départ. Maintenant, il y a quand même des spécificités à cette plateforme. Il faut les prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des articles tristement des articles de fuite de données liés à la Power Platform, etc. Donc voilà, il faut être vigilant là-dessus. C'est pas parce qu'on fait du low-code, c'est un peu les déviances qu'on voit aujourd'hui. On fait du low-code, c'est cool, en 3 jours, j'ai fait mon application. Bon, la sécurité, c'est pas important, c'est géré par la plateforme, la gouvernance, on s'en fout. De toute façon, je peux faire mon app en 3 jours. Si on raisonne comme ça, effectivement, on va avoir un problème de pérennité, on va avoir un problème de sécurité, on va avoir la RSSI qui nous tombe dessus, ils vont nous faire un petit pen test et ils vont nous dire que notre plateforme elle est complètement pourrie et qu'il faut arrêter. Donc encore une fois, autant bien commencer, c'est vraiment essentiel. Bon, si vous avez déjà commencé, dommage, mais il n'est pas trop tard. Mais il est important de construire ce socle de gouvernance et de sécurité pour venir accueillir les applications et les accueillir
pour rendre pérenne la plateforme et la rendre sécurisée. Donc pour ça, il y a une stratégie à mettre en place. Elle est hyper contextuelle, la stratégie. Tout à l'heure, je parlais, est-ce qu'on veut autoriser les utilisateurs à créer des applications? Si oui, lesquelles? Sous quels critères? Ou est-ce qu'on veut avoir une approche centralisée? Et en conséquence de ça, et ben on met en place, on met en place ce qu'on s'est dit. Donc si c'est centralisé, l'utilisateur ne doit pas être en capacité de créer son application. Mais il ne faut pas se dire, là, c'est pareil, il y a un truc, c'est mon coup de gueule. Allez, jingle. Les citizen dev, le mot citizen developer, c'est devenu un peu galvaudé. Citizen dev, il y en a beaucoup qui se disent cool, les utilisateurs peuvent faire leur dev, on va tout ouvrir, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est voué à l'échec cette stratégie. Le citizen dev, on y croit à fond, c'est une vraie démarche et c'est intéressant, mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut le gérer. Et ça prend plus de temps d'avoir une approche citizen dev que de ne pas en avoir. Il ne faut pas se dire citizen dev, cool, c'est nos utilisateurs qui vont développer, j'ai rien à faire. C'est voué à l'échec cette stratégie. Vraiment, parce que vos applications vont avoir rien à voir les unes avec les autres. Il ne faut pas demander aux utilisateurs de réfléchir sécurité. Hein. Donc, s'il n'y a pas de contrôle de code, une fois qu'ils ont fini leur application, contrôle de ce qu'ils ont fait, c'est pareil, c'est voué à l'échec. Vous allez vous prendre un pen test dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, un vrai attaquant, et ça va être la cata. Et ça va remettre en cause la plateforme. Donc vraiment, voilà, si vous voulez avoir une approche citizen dev, c'est possible, mais faites-le de manière encadrée. Et encore une fois, il ne faut pas se dire que ça va être moins de boulot. L'approche citizen dev, ça va être plus de boulot qu'une approche centralisée. Et donc, c'est vraiment important. Et j'y tiens beaucoup parce que dans les audits qu'on fait en ce moment, c'est les déviances qu'on observe systématiquement. On démarre l'audit. Est-ce que votre plateforme est utilisée? Non, elle n'est pas utilisée. OK, on va regarder. Ah, bah, il y a 100 applications. Si, elle est utilisée. Donc voilà, prenez le sujet, définissez une stratégie et par rapport à cette stratégie, mettez en place le socle de gouvernance et de sécurité pour accueillir vos apps. Et après, OK, on pourra faire des apps en 3 jours, on pourra faire des apps en 5 jours, mais on le fera dans de bonnes conditions et on s'assurera que la plateforme sera pérenne et sécurisée. Voilà, donc Alex, il parle beaucoup, je vais résumer en quelques minutes. Grosso modo, c'est intégré Office. Ça, c'est bien, il y a la sécurité à Office, vous avez déployé. La sécurité, c'est toujours vous qui allez la déployer et mettre le bon curseur. MS, il sécure son environnement, etc. Mais après, c'est à vous de mettre la sécurité supplémentaire. C'est lié à l'Active Directory, à plein de choses. Il faut mettre en place la gouvernance, comme sur n'importe quelle chose. Et le petit truc open, là, c'est pas open source. Hein. C'est juste pour dire que par défaut, c'est plutôt open. Et il y a beaucoup de choses que les utilisateurs peuvent faire et c'est pas forcément bon pour l'organisation dans sa stratégie de sécurité. La sécurité parfois oubliée, c'est la sensibilité des données qu'il y a dedans. Est-ce que c'est confidentiel, pas confidentiel? La volumétrie, ça marche aujourd'hui, dans 2 mois, ça marche plus. La gestion des droits de la base de données, qui peut écrire, lire, voir. La durée de conservation, RGPD, voilà. Clairement, un utilisateur qui fait une app qui stocke des numéros de téléphone ou des adresses mail, il ne va pas avoir le réflexe du RGPD et de la durée de conservation, hein, qu'on se le dise. Hein, ça ne va pas être naturel chez lui. Hein, donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe derrière, s'il n'y a pas un peu de contrôle, vous allez passer à côté et vous mettre en difficulté vis-à-vis de ça. Donc, c'est secure, mais il faut quand même penser à ces sujets-là qui doivent être instruits dans des organisations. Voilà. Et pour ça, il y a des citizen développeurs, mais on a aussi besoin des DevPro, des RSSI, des gens qui connaissent ça. Donc, le citizen développeur va faire une app fonctionnelle qui fonctionne. Et par contre, il a besoin d'être encadré, conseillé, pour pouvoir avoir ces bonnes pratiques, sécu, pérennité, etc. Le low cost. Non, le low code. Low cost. Pardon, je me trompe. J'adore cette réponse. Ça dépend. Ça dépend ce que vous voulez en faire. C'est toujours pareil. Si vous vous dites, OK, je reste sur des applis hyper simples pour répondre à des besoins très simples. J'ai pas de confidentialité. Tout ce qui est ultra confidentiel, ça sera plutôt côté pro-dev. Ça va être low cost. On va tout stocker dans SharePoint, on va utiliser SharePoint comme base de données, on va savoir, et ça c'est pas évident, se limiter à des besoins simples. Et là c'est possible d'avoir une plateforme low cost. Ouais. Avec les licences Office classiques. C'est ça. Ouais. Par contre, effectivement, si vous voulez aller toucher les étoiles avec le low cost, là ça sera plus gratuit. Hein. Là, si vous voulez adresser des applications métiers un peu plus sensibles, avec la vraie gestion de droit derrière, la vraie gestion d'habilitation. Si vous voulez
des applications avec un volume de données hyper important, des tables relationnelles. Enfin, dès qu'on entre dans des besoins nettement plus aboutis comme ça, là, on n'est plus sur du low cost. Il y a une vraie démarche à avoir, et il y a un vrai accompagnement à prévoir. Il y a des personnes qui doivent être dédiées au sujet. Ça, c'est pareil. On ne peut pas. La Power Platform, c'est pas un outil en plus d'Office 365 tel que Planner. Hein. C'est une vraie plateforme. Donc, il faut donner les moyens. Si on veut aller toucher les étoiles, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et voilà, faut mettre les moyens en place. Donc, il y a effectivement, on peut un autre schéma, mais si on prend que des sources de données SharePoint ou Excel, bon, bah, voilà, on peut s'en tirer avec 0 € additionnel sur la Power Platform, mais avec des limites. Sinon, bah après, on peut avoir une démarche un petit peu plus évoluée. Alors, on va pas mettre tous les prix parce que le licensing, c'est assez complexe sur la partie Power Platform, mais un exemple, bah, une app, c'est 4,20 €. Les apps illimitées, c'est 1 € par user par mois. Et plusieurs apps illimitées, c'est 16,85 €. Après, il faut voir l'intérêt, etc. C'est des choses à prendre en compte. Et effectivement, après, il y a The Mask. Du coup, on arrive à la fin. Enfin, la synthèse, ouais, il reste 5 minutes et je voudrais qu'on puisse répondre à des questions si on a. La synthèse SWOT. Donc, avec tout ce qu'on a vu, on est capable de remplir ce SWOT. Donc, les forces, intégrer Office, disponibilité Office, simplicité d'usage, une tendance forte du marché, connectivité, évolutivité. Voilà, ça, c'est vraiment. On pourrait en mettre plein d'autres. Je n'ai pris que cela pour l'instant. Les opportunités. Améliorer le delivery des apps, aller plus vite, sortir des apps, etc. Décharger l'équipe IT. Créer des applications innovantes dans le cloud, plus cloisonnées chez soi, avec une infra de ouf. Enfin, voilà. Redévelopper des applications existantes qui sont obsolètes. C'est aussi, il y a plein d'applications, bah, on peut plus la faire évoluer parce que l'éditeur n'est plus là, il supporte plus, il faut passer de version, ça coûte 3 plans. Même on peut plus faire évoluer les posts des fois. Voilà. Donc voilà, le low-code, c'est une réponse à ça. On peut réécrire des applications de façon plus simple, etc. Il y a des faiblesses. Les faiblesses, la complexité du licensing. Ouais. On n'a pas été dans le détail, mais fou, alors là, c'est complexe. Il faut avoir un bac plus 5. C'est ça. Et ça change tous les ans, etc. Donc, le besoin de licences additionnelles qui arrive assez rapidement quand on veut faire des trucs assez complexes, plus complexes. La gouvernance qui est à faire de votre côté. Il existe des outils que vous pouvez déployer, mettre en place, etc. Mais la gouvernance, c'est à vous de la faire. Mais est-ce qu'on peut dire que la gouvernance à mettre en œuvre, c'est à faire pour toute plateforme low-code. C'est pas spécifique à la Power Platform. Voilà, peu importe la plateforme low-code que vous choisissez, il y a un enjeu de gouvernance. Et voilà. Les menaces, la sécurité light par défaut. Clairement, voilà. La sous-estimation du low-code par les équipes pro-dev, ça c'est une menace parce que du coup ils se mettent en confrontation. Et ils ne voient pas l'intérêt et du coup ils le laissent de côté. Ça peut créer du shadow IT parce que les utilisateurs ils peuvent quand même utiliser et créer des choses. Donc ils créent des apps et après ça devient hyper important et puis ils décident de le récupérer. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça dans le monde. Ça n'arrive jamais. Donc autant avoir un œil sur ce qui se passe, d'essayer de détecter tout ça et de cadrer et d'y aller. La maintenabilité des apps low-code, créer une app c'est facile. Là, anticiper ce qui va arriver, la maintenir, etc., ça l'est moins. On pourrait encore étoffer, mais on a choisi des choses simples. Du coup, en conclusion, la Power Platform aujourd'hui c'est incontournable. De toute façon, elle est sur tous les tenants Office 365. Dès que vous avez Office 365, vous avez la Power Platform. Que vous l'utilisez ou pas, que vous savez ce qu'elle existe ou pas, elle existe. Elle est là. Et l'éditeur pousse sur ce truc-là. Donc vous allez l'utiliser. Voilà. Tout comme au début, on avait Office 365, on va juste migrer. On va juste migrer à messager, puis après, oh là là, il y a plein d'apps. Bah là, c'est pareil, même stratégie. C'est innovant pour l'entreprise, l'organisation. C'est des plateformes à maîtriser, à gouverner, à surveiller, à sécuriser. C'est un moyen fort d'améliorer le delivery pour les équipes IT et de répondre à des besoins métiers. Et c'est le pouvoir donné aux citizen développeurs. Ils peuvent créer des apps, génial. Sauf que il faut les cadrer parce qu'ils créent des apps, c'est un peu n'importe comment des fois. Et là, il faut juste leur donner les bonnes pratiques. Mais eux ne le savent pas. Il faut les accompagner. Du coup, nous, chez Wasabi, on a une offre qui s'appelle BizApp Score, qui permet de mesurer votre maturité sur la Power Platform selon ces critères-là, selon ces thématiques-là. 50 critères, on regarde, et à la fin, on dit le score, et le score par rapport à ce qui existe à côté dans la tendance.
et les axes d'amélioration, les quick wins, etc. Le score moyen pour l'instant est très très bas. De tous les audits collectifs qu'on a pu faire, la moyenne, c'est assez inquiétant d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on est animé par le sujet et qu'on tenait à faire cette session. Parce qu'aujourd'hui, voilà, selon nous, il y a une vraie nécessité de prise de conscience sur le sujet. Parce que à chaque fois qu'on passe dans un contexte, c'est toujours le même constat. Le niveau de maturité sur ces 5 sujets est très très bas. Et souvent, l'apport plateforme, et le low-code en général, c'est quelque chose qui est subi. Il faut arrêter de le subir. Soit on se dit on n'a pas les moyens, on ne veut pas y aller, voilà, et on le fait. Soit on se dit qu'on veut y aller et on se donne les moyens d'y aller. Donc notre conseil là-dessus, c'est d'anticiper. De toute façon, ça va arriver. Vous le faites déjà. Et de se faire accompagner des fois de partenaires qui connaissent les sujets, qui voient ça dans d'autres organisations, des fois des problématiques assez complexes à gérer. Selon vos besoins, selon vos stratégies, selon votre niveau. Voilà, il y a plein. Ok, on dort pile, mais on va déborder 5 minutes sur les questions. Guillaume ne va pas être content, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Il y a une main levée, mais je ne sais pas qui. Ouais, je pense qu'elle est levée depuis le début, la main. Et donc, est-ce qu'à distance, il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ici, est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'était clair? J'ai une question sur le licensing. Yes. Il faut ajouter des licensing Azure, je suppose, ou c'est inclus dans les prix indiqués que vous avez mis? Ça dépend de ta problématique, mais normalement, non. Tu n'as pas besoin d'ajouter. C'est en mode SaaS. C'est inclus comme les licences Office 365. Et après, si tu veux aller plus loin, tu achètes des licences. Après, si tu utilises des connecteurs qui viennent taper sur des ressources Azure, c'est là où tu as besoin de souscription Azure. Mais tant que tu n'utilises pas de connecteur qui tape sur Azure, tu n'en as pas besoin. Petite question. Yes. Si on fait des CRM à partir de Dynamics, Yes. est-ce qu'on doit superviser après au niveau de sécurité aussi? Yes. Oui, de toute façon, c'est une vérité pour tous les sujets, de Microsoft 365 à la Power Platform. Les environnements Dynamics, c'est les environnements Power Platform. D'ailleurs, l'administration se fait dans la Power Platform aujourd'hui. Ils ont masqué tout l'aspect Dynamics. Donc, du coup, un environnement Dynamics, c'est un environnement Power Platform qu'il faut gérer comme les autres. C'est ça. Avec tous la sécu qui va avec. Et c'est plus orienté, on parle de. Quand on voit Dynamics, c'est plus côté modèle driven. C'est du modèle driven, packagé, c'est ça. Ou customisé. Mais qui s'appuie sur du data. Tout à fait. D'autres questions? Yes. Pour vous, quel est l'avantage, le plus grand avantage de low-code comparé à du code normal ou inversement? L'agilité. Être capable, encore hier, j'ai discuté avec un client. Le client me dit j'avais une application à faire en pro-code. Le besoin client était simple. J'estimais que j'avais 5 jours de développement. À la fin, je me suis retrouvé avec une enveloppe de 50 000 euros. Et voilà, donc c'est les difficultés. Ton code, il va falloir que tu l'héberges quelque part. C'est ça. Parce qu'il fallait l'infra, il faut machin. Et là, voilà, on a cette agilité qui nous permet de répondre simplement à des besoins qui sont simples. On a aussi le côté citizen dev, la capacité de déléguer, de rendre accessible la création d'applications à des personnes initiées. Clairement, alors nous, on aime bien Monique, mais dans les faits, des Moniques qui développent des applications. Si Monique peut le faire, tout le monde peut le faire. Oui, mais comment? Monique, il lui faut beaucoup d'accompagnement, mais elle est sympa, donc c'est cool. Mais voilà, mais rendre accessible le développement à des personnes qui ne sont pas forcément des pro-dev, justement, pour encore une fois répondre à des besoins. Donc c'est les grandes tendances qu'on va retrouver pro-dev versus low-code. Mais il ne faut pas tomber dans le je veux tout faire en low-code. Il y a des besoins aujourd'hui qu'il faut continuer d'adresser en mode pro-dev. Et il faut se fixer des limites. Et ça, ces limites, encore une fois, elles sont hyper contextuelles. Mais il faut se forger une conviction et se fixer des limites. Ça ressemble un peu aux limites qu'on se mettait quand on a commencé à migrer sur le cloud en disant il y a ceux qui veulent rester on-premise et ceux qui veulent aller dans le cloud. C'est un peu cette guerre pro-dev. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'on peut. Alors, l'exemple que tu cites, c'était limite religieux le truc. Là, il y a vraiment des limites techniques. Là, le gros problème, c'est que sur le low-code, on peut finir sur, si on a mal qualifié, si on a mal orienté le besoin, on peut finir sur des impasses fonctionnelles, et là, c'est problématique.
Donc voilà, il faut vraiment se fixer des limites là-dessus parce que il y a des contraintes techniques et si on finit sur une impasse, et qu'on y a passé du temps, c'est problématique. Petite réflexion comme ça, vraiment le Power Apps, c'est vraiment pas fait pour du cycle en V, c'est totalement dans l'agilité, il y a vraiment pas de. C'est plus. Ah ouais. Alors, il y en a qui essayent de faire ça, mais bon. Oui, bon, Mais l'idée, c'est vraiment de l'agilité. Le low-code, c'est l'agilité des cycles. C'est pas les cycles en V. On va devoir clôturer. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à distance, n'hésitez pas à nous pinguer sur LinkedIn ou sur le Teams directement. Et puis pour ceux qui sont sur place, n'hésitez pas à venir avec vos questions autour d'un café. Ça va aider. Ok, merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne session.